Bon, bonjour tout le monde. Bonjour la réunion des voix qu'on va entendre par rapport à la sortie, à l'occasion de la sortie de cet ouvrage. Que s'est-il passé dans cette chambre d'hôtel? En fait, on s'est réunis justement pour voir que s'est-il passé dans cette chambre d'hôtel et dans d'autres. Et c'est la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Avant que je vais introduire les différents intervenants, je voulais commencer avec une petite question pour poser un peu le centre de gravitation de cette discussion, peut-être, en espérant. Et cette question, pour moi, c'est justement comment vivre avec l'art. C'est une question qui va vous intéresser peut-être quand vous êtes collectionneur, collectionneuse. On passe dans les foires, on passe dans les galeries, puis après, on s'achète une pièce et il faut vivre avec. Encore pire, quand il s'agit d'une pièce dessinée direct au même le mur, il va falloir vivre avec ou même s'en séparer au moment où on va refaire les murs. C'est une autre question, c'est pour ça que je l'ai choisi, comment vivre avec l'art, c'est une autre question que comment représenter les mondes de l'entreprise, car, et je cite le philosophe Michel Serres, qui est cité lui sur le site de Art Faber, parce qu'il s'agit de ça aussi, de vous présenter cette société qui est Art Faber, ou ce projet. Donc je cite Michel Serres, avec la formule « Les œuvres d'art représentant le travail, l'entreprise et plus globalement les mondes économiques, on fera fuir ou endormira la moitié du public. » Nous allons y revenir si vous voulez bien rester éveillé. Donc, on va revenir sur Art Faber. Avant de présenter Juliette Green, artiste diplômée en 2021 aux Beaux-Arts de Paris, avec les félicitations, il faut quand même le dire. Et puis Jérôme Duval-Hamel, coprésident du collectif de l'Art Faber, et bien entendu Karine Tissot, elle, directrice générale du Drawing Hotel. Donc, avant de présenter tous ces intervenants, je voudrais proposer d'aborder le lien entre l'hôtel, l'art et le faire, dans le sens du latin industria, le faire avec une certaine ingéniosité, par une question. Donc, comment vivre avec l'art ou comment apprécier l'art comme élément du quotidien dans un espace intime. Il s'agit de l'apprécier sans seuil ou derrière le seuil de la porte dans une chambre, donc de l'apprécier autrement qu'en dans une galerie ou, Christine qui n'est pas là, Karine, tu m'excuseras, l'apprécier aussi autrement que dans une foire. Parce que quand on croise ici les amateurs de l'art, souvent on se dit c'est magnifique les foires, mais on ne voit pas l'art. Pourquoi? Parce que en fait, une foire, c'est un moment de présentation. Or, s'acheter une œuvre et vivre avec, c'est un moment d'intimité et d'expérience. Et c'est justement à cet endroit-là où plein de commissaires d'artistes ont travaillé. Je me permets à vous rappeler que Hans-Ulrich Obrist, en 99, par contre, 91, il a ouvert sa première exposition dans sa cuisine à Saint-Gall, The Kitchen Show à l'époque. Ici à Paris, c'est Christian Aubert qui fait les moments artistiques dans son appartement rue de Turenne depuis 99 justement. Il y a Charlie Jeffrey, un artiste que j'apprécie beaucoup, anglais qui vivait longtemps à Paris, qui a invité à des Toilet Encounters. Il faisait des expositions dans ses toilettes. Et puis, il y avait aussi un jeune artiste, Jérôme Rapanello, qui faisait régulièrement des expositions dans sa 2 pièces cuisine minuscule dans le 19e arrondissement. C'était un voisin, c'était notre voisin, parce qu'avec Andrea Weisbrod, qui est aussi mon épouse, on a lancé, nous, en arrivant à Paris en 2000, aussi un lieu, appartement, qui s'appelait Café Oli, où on a invité des artistes pour des expositions, mais également pour des événements, pour des moments de laboratoire, pour des factories aussi, d'une certaine manière. Et
En fait, la particularité de cet endroit, c'était que c'était pas seulement un appartement utilisé pour faire des expositions, on pouvait également y passer des nuitées. C'était un bed and breakfast avant même l'arrivée d'une grande firme dont je ne peux pas mentionner le nom parce que c'est un peu le Voldemort de l'hôtellerie, mais qui aujourd'hui a pris beaucoup de place sur les réseaux et qui permet aujourd'hui de faire cette expérience de vivre chez le propriétaire, chez l'habitant, plus facilement. À l'époque, ça n'existait pas encore. Ce que nous a permis cette expérience, qu'on a par ailleurs aussi fait avec la revue Groven, ici présent à la foire, c'était d'expérimenter avec les artistes le moment et l'espace intime. Et c'est là où je voulais justement arriver pour ouvrir un peu la discussion. Donc l'art et la vie, l'exposition et l'intime, l'art et l'amitié aussi, l'art et la rencontre. Et ça, c'est au cœur de l'entreprise des Drawing Hotels et du Drawing Factory. La rencontre, la création des conditions pour une pratique artistique de la rencontre par le dessin. Donc le dessin comme lien, ou comme disait Jean-Luc Nancy, comme attrait, où il y a rencontre et attraction, il y a histoire, et où il y a histoire, on a envie de la connaître, de les connaître, ces histoires, de les faire raconter. Que s'est-il passé dans cette chambre? Alors, je ne vais pas vous raconter mes expériences de tout ce qui s'est passé dans ma chambre de Café au lit aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Je vais plutôt passer maintenant la parole à Juliette Green, parce qu'elle a été invitée en résidence par la Drawing Society et le CNAP en 2021. Elle a pu intervenir dans une chambre d'hôtel provisoire située près de l'Arc de Triomphe, avec 48 chambres. Un hôtel qui a une longue histoire, qui a été racheté par Jean Papon en 2019 et confié à la Drawing Society, qui installera donc la Drawing Factory. On va apprendre un peu plus en détail sur la Drawing Factory à travers de notre discussion. Mais le livre, Que s'est-il passé dans cette chambre d'hôtel, on raconte également partiellement l'histoire. Alors, Juliette, comment avez-vous vécu cette résidence en 2021 ? Alors, quand je suis arrivée dans cette résidence, j'ai appris qu'il était possible de travailler sur les murs, ce qui n'avait pas été mentionné initialement dans l'appel à projet. Donc, c'était la bonne surprise quand on s'est tous installés. On était une trentaine de résidents et de résidentes, et je pense qu'on est une dizaine à avoir fait des projets sur les murs. Et pour tout dire, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un projet sur un hôtel, mais j'imaginais un dessin sur papier. Et donc avoir cette opportunité d'intervenir à même le mur, ça m'a donné envie de combiner ces deux projets, à la fois l'envie de travailler sur cette thématique de l'hôtel qui m'intéressait pour plusieurs raisons, et puis la possibilité de faire un projet à plus grande échelle que ce que j'avais l'habitude de faire avant, parce que c'était mon premier dessin mural. Et ce qui m'intéressait dans cette thématique de l'hôtel, c'est surtout le fait que, ce que disait Émile, que ce soit un lieu à mi-chemin entre l'intime et le public, puisque les gens viennent pour une nuit, mais la chambre ne leur appartient pas. Ce qui fait que ça donne beaucoup de possibilités narratives, puisqu'il y a toujours des personnages qui arrivent. Et j'ai voulu que ce dessin donc, soit un catalogue de la clientèle, et qu'on découvre à chaque fois ce que des gens faisaient dans la chambre. Alors tout le dessin mural est fictif. On m'a souvent demandé si j'avais trouvé un registre avec des noms de clients et que j'avais recontacté les gens pour poser des questions sur ce qui s'était vraiment passé dans l'hôtel, mais non, c'est pas le cas, tout est imaginaire. Et du coup, pour trouver de la matière narrative, j'ai beaucoup déambulé dans le quartier pour voir d'autres hôtels, comment ça se passait et tout. Et j'ai aussi consulté des sites d'hôtellerie avec des notations et des commentaires d'anciens clients pour avoir un peu de matière sur ce qui s'était passé dans cet établissement à l'époque où il était encore ouvert. D'accord. Puis tout à l'heure, vous me disiez que ça a pris un certain temps pour produire ce dessin qu'on peut, par ailleurs, vous avez reçu le petit livret qu'on peut voir entièrement, comme les Porello, dans ce livre. Oui, effectivement, c'est un projet de longue haleine puisque la résidence a duré 6 mois et la réalisation aussi. En fait, c'était ma récréation. À chaque fois que j'avais un petit moment libre,
j'ajoutais quelques lignes sur les murs. Donc il s'est vraiment construit au fur et à mesure, c'est pas quelque chose que j'ai fait en une seule fois. Et pour dire un petit mot sur l'édition, du coup, on s'est rencontrés à l'hôtel avec Jérôme, qui visitait initialement, et il s'est rendu compte que il y avait beaucoup de points communs avec son travail à lui, sur le monde de l'entreprise, sur l'économie. Et donc cette idée d'en faire une édition est venue. Et j'aimerais saluer le travail de notre graphiste Salomé Maquet, qui a eu cette idée d'en faire un Leporello. Donc initialement, on avait des images tridimensionnelles de la pièce, avec les murs en perspective, et elle a décidé de tout mettre à plat pour que ce soit lisible. Et ça n'aurait pas pu être mieux pour rendre hommage à ce dessin, qui par ailleurs a disparu à l'heure actuelle. Il est détruit puisque l'hôtel est en rénovation. Mais ça, Karine vous expliquera plus en détail. Oui, peut-être juste pour rester sur le dessin mural, parce que j'ai remarqué que l'histoire racontée, qui est une histoire, on va dire, même si ça n'a pas l'air linéaire, il n'y a pas de bifurcation genre hypertexte où on va se perdre complètement, on peut suivre année par année les différents invités, les différents gens qui passaient. Et ça commence en fait le 4 avril 56. Et ça m'a fait réagir parce que le roman Homo Faber de Max Frisch, il est sorti en 57, donc un an après. Et un an après encore, sortait un autre livre très très connu, La condition de l'homme moderne de Hannah Arendt, où elle justement introduit à nouveau la notion de Homo Faber comme étant la personne qui doit produire, qui doit créer, avec une ingéniosité, mais aussi avec une prise de conscience de ce qu'elle fait. Autrement, et là on est dans une situation assez tendue actuellement, autrement que l'animal laborans, selon Marx, qui est celui qui travaille sans conscience de ce qu'il fait et qui se fait exploiter comme ça. Alors, nous sommes dans un contexte sociopolitique assez intéressant. Pourquoi commencer en 56 ? Parce que c'était la date d'ouverture de l'hôtel, tout simplement. J'ai fait des recherches dans les registres d'entreprises qui sont libres d'accès sur Internet pour connaître la vraie date d'ouverture de l'hôtel, et c'est effectivement celle-ci. Donc c'est tout ce qui a motivé ce choix. Mais ça me plaisait que cette date soit si ancienne, parce que ça permettait de vraiment parler de l'évolution aussi du secteur de l'hôtellerie et de l'évolution des raisons qui poussaient les clients à choisir de venir passer du temps à Paris. Donc, par exemple, il y a une histoire dans les années 2000 où c'est un homme qui vient dans cette chambre d'hôtel parce qu'il y a une meilleure connexion Internet que chez lui, donc il peut travailler plus facilement. Télécharger les films. Oui, c'est ça. Et ça n'aurait pas pu être une histoire des années 50, par exemple. Donc il y a vraiment une temporalité qui est très importante pour ce dessin. Ben c'est parfait. En fait, après, il y a justement des personnages fictifs, comme vous avez dit, mais du 24 au 25 juin 2003, le couple Christo passe la nuit dans la chambre. Alors pourquoi à ce moment-là Alors en fait, la résidence a eu lieu en même temps que l'emballage de l'Arc de Triomphe. Et du coup, je venais tous les matins à la Drawing Factory et je voyais les travaux d'emballage et je me disais, il faut absolument que je mette un petit clin d'œil à cette œuvre dans le dessin. Et du coup, effectivement, le couple Christo vient faire du repérage bien avant le projet pour voir le monument et puis réfléchir. Ouais. Donc c'est un aller-retour entre des choses fictives et des petits clins d'œil à la réalité, effectivement. On parle du dessin mural, c'est des fresques, c'est une grande histoire dans l'histoire de l'art. En même temps, dans le contexte d'un hôtel, on pourrait craindre qu'un dessin mural devienne la pure décoration. Donc, de toute manière, ce qui est sûr, c'est qu'un dessin mural dans une chambre d'hôtel sera autrement apprécié que dans une galerie au mur blanc, etc. Comment est-ce que vous vivez avec ça Est-ce qu'il y a une crainte de ne pas être vu comme il faudrait ? Non, parce que la Drawing Factory organisait beaucoup de journées portes ouvertes. Donc on avait un public qui venait en permanence pour découvrir les artistes et puis l'évolution des projets aussi. Donc c'est un projet qui a beaucoup été vu. Et par contre, la chambre n'a jamais été utilisée comme une chambre d'hôtel à la période où le dessin était là. Mais c'est un petit peu la différence par rapport à
par rapport aux établissements dans lesquels j'invite des artistes, c'est qu'effectivement, Juliette a pris ce propos dans le cadre de sa résidence, et je trouve que pour ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que ce qui est surtout intéressant, c'est que lorsqu'on a fermé l'établissement pour le rénover, on s'est dit, mais mince, le dessin va disparaître, toutes ces histoires autour de cet établissement, toutes ces histoires fictives que tu as inventées, mais qui effectivement auraient pu se passer dans cette chambre d'hôtel, allaient disparaître. Et c'est vrai que grâce à Leporello et au travail avec Art Faber, et on a une trace de ce qui s'est fait. Nous, on va raconter d'autres histoires aussi dans le cadre d'invitation aux artistes dans ce futur établissement. Mais c'est vrai que là, c'était une jolie rencontre entre tout ce qu'on fait nous à la Drawing Society, entre effectivement l'organisation de la foire dans laquelle vous vous trouvez, le fait d'avoir un centre d'art qui est le Drawing Lab, et effectivement d'avoir étendu nos activités à la Drawing Hotel Collection, avec toujours l'envie de faire se rencontrer les artistes qui effectivement travaillent plutôt autour du dessin, mais en tout cas de leur faire rencontrer des publics différents. Puisqu'effectivement, quand on est dans une foire, on est dans un environnement un petit peu plus commercial, dans les galeries aussi. Et effectivement, nous, ce qui nous intéresse dans ces invitations, dans le cadre de nos hôtels, au-delà du fait de pouvoir proposer des projets nouveaux à des artistes, hein, c'est aussi pouvoir leur permettre d'investir des chambres, des couloirs, des lieux publics. Hein. C'est surtout pour moi une opportunité de leur donner une visibilité auprès d'un public qui n'est pas forcément un public d'avertis, et de leur faire partager, de leur créer des émotions. Et c'est ça qui en tout cas, moi, me motive. Hein. J'ai toujours tendance à dire que si je me suis lancé dans l'hôtellerie, c'est vraiment pour pouvoir soutenir nos différentes activités autour du dessin contemporain. Et moi, ce qui me réjouit toujours dans le cadre de ces projets, eh bien, finalement, c'est des rencontres avec des artistes, des rencontres avec des projets. Et ensuite, bien, tout au long de la vie de ces établissements, partager ces rencontres, ces moments avec les artistes et les clients au moment des visites de l'établissement. Et c'est vrai que dans le cadre du projet de Juliette, ben finalement, on est vraiment à la rencontre avec ce qu'on fait avec le lab, avec la foire, avec l'hôtellerie. Et voilà, donc la Drawing Factory, là, dont vous voyez quelques images, est en train de se transformer. Et ces 6 mois qu'on a pu partager avec les artistes qui étaient en résidence dans ces anciennes chambres, que nous, on est en train de remettre un petit peu plus aux normes. Voilà, l'établissement sera un petit peu différent. Et bien pour nous, c'est important que cet établissement ait pu vivre dans une période qui était un peu compliquée, puisqu'en plus on était dans une situation sanitaire un peu complexe. Et le fait finalement régulièrement de rencontrer tous ces artistes qui avaient pris en main ces chambres, ben, c'était un moment assez fort. C'était aussi un moment où les artistes, effectivement, c'est ce que tu disais, c'était aussi notre propos, c'était de leur donner un lieu où travailler, leur permettre de s'exprimer directement sur les murs ou pas. Mais c'était aussi, dans ce contexte très singulier, leur permettre régulièrement de rencontrer des amateurs, des collectionneurs, des professionnels du monde de l'art, dans une période où en fait il y a un peu moins d'exposition, plus de foires. Donc voilà. Ça me permet de poser une question. Donc, Karine Tissot, directrice générale de Drawing Hotel, il y en a un rue Richelieu, c'est un peu le lieu initial. Il y a un deuxième qui a ouvert Montparnasse. Il y a le troisième qui va ouvrir au 17e. On dit que collectionner est une maladie. Est-ce que vous avez la collectionnite d'hôtels ? Alors, écoutez, j'ai la collectionnite d'hôtels, ça me permet d'avoir les moyens ensuite de collectionner. C'est surtout, c'est le cercle dans l'autre sens en fait. Ouais. J'ai des opportunités, et encore une fois, je saisis ces opportunités parce que pour moi, c'est autant d'opportunités de faire travailler dans le bon sens du terme des artistes. Et en fait, c'est ma première motivation. C'est toujours ce que je dis dans mon autre métier, puisque j'en ai effectivement plusieurs. Donc quand je me retrouve dans le monde de l'hôtellerie, j'ai toujours, moi, il n'y aurait pas d'hôtel s'il n'y avait pas de dessin contemporain. Et aujourd'hui, effectivement, cette nouvelle casquette que j'ai dans l'hôtellerie n'est essentiellement motivée
que par notre envie de soutenir le dessin contemporain par tous les moyens possibles. Et il n'y a rien de plus qui m'intéresse lorsque je suis dans mes hôtels que de rencontrer des clients, de leur présenter les artistes qu'ils vont trouver dans différents lieux, lieux de vie, dans leurs chambres, dans les couloirs, en fonction des établissements, puisqu'en fonction des établissements, on ne peut pas proposer exactement la même chose aux artistes. Donc il y a vraiment cet avant. Donc la rencontre avec l'artiste, la rencontre avec un travail, la réflexion autour d'un projet. Il y a ensuite l'accompagnement. Donc en fait, on vit avec les artistes pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, avant que finalement le projet n'aboutisse. Et ensuite, pendant 10, 15 ou 20 ans, moi je vais vivre dans mes établissements avec mes équipes, qui sont des fois des équipes qui sont même très souvent pas sensibilisées, etc., à l'art, et qui en fait se réjouissent aussi de travailler dans un établissement avec cette singularité, avec cette signature, avec cet ADN très fort. Ils se rendent compte, ils viennent visiter le salon, ils se rendent compte de ce qu'on fait tout au long de l'année, alors qu'au départ, ils sont directeurs d'hôtel, chefs de réception, chefs de rang, cuisiniers. Et en fait, on leur propose aussi, puisqu'on anime nos lieux, bien évidemment, tout au long de l'année, avec des expositions, des rencontres avec des artistes, des rencontres avec des commissaires d'exposition. Pour eux, c'est assez nouveau. Je pense que c'est peut-être des gens qui n'auraient pas eu l'opportunité de rencontrer des artistes. Et moi, en fait, ce qui me motive, c'est toujours de pouvoir permettre à ces différents publics de rencontrer des artistes. C'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est intéressant pour nous à Café au Lit, justement dans un espace privé, intime. C'était justement toute une question. Comment est-ce qu'on fait ça ? À un moment donné, on a fait sur rendez-vous, mais c'est aussi compliqué. Après, on a fait bien sûr des moments dédiés rien qu'à ça. Mais il faut quand même que la personne qui veut vivre tranquillement dans un hôtel, par exemple, ou dans un bed and breakfast, accepte de partager son intimité dans un moment d'exposition. Comment gérer ça ? Alors nous, déjà, les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, Juliette, aujourd'hui, les gens regardent sur les différents sites de réservation, ce qui se passe, etc. Donc si vraiment ils ont envie d'aller dans un établissement plus classique, sans art, sans œuvre, etc., bien, le choix est large à Paris. Donc je pense que déjà, ils sont sensibles. Alors je vais être très réaliste, ou à la décoration, ou à l'œuvre d'art, ça c'est certain. On essaye quand même que les propositions, en tout cas dans les chambres, ne soient pas trop invasives, justement par respect. Alors moi, par respect pour le travail de l'artiste d'abord, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai envie que les œuvres des artistes soient bien accueillies. Donc là, il y a une réflexion aussi avec nos architectes d'intérieur sur comment les artistes peuvent investir ces lieux pour qu'à la fois l'œuvre soit respectée, et elle ne peut être respectée que si elle n'est pas trop invasive. Et donc, je dirais que c'est plus ensuite dans les couloirs, où là, effectivement, Drawing Hotel, c'était mes premières invitations. Là, on est dans les couloirs des hôtels, parce qu'effectivement, je m'étais rendu compte que très souvent, dans les hôtels, on prend son ascenseur, on court vite, je suis chambre 14, on s'enferme dans sa chambre. Et là, je m'étais rendu compte qu'effectivement, on pénétrait directement dans une œuvre d'art. Donc c'était ma première invitation aux artistes au Drawing Hotel. À Drawing House, c'était un petit peu différent. Le lieu est plus grand, donc ça nous a permis à la fois de faire des invitations en chambre et dans les couloirs, mais surtout dans les lieux de vie. Et à chaque fois, c'est aussi travailler avec des artistes qui ont des techniques différentes et qui, dans ces différents lieux, finalement, apprennent de nouvelles techniques, sont confrontés à de nouveaux sujets. Et souvent, c'est aussi des conversations avec les artistes. C'est effectivement comment les clients vont pouvoir apprécier leur travail dans tous les sens du terme, et ils sont très sensibles au fait, effectivement, il y a des sujets qu'ils ne vont pas aborder. Voilà, on n'est pas là pour faire de la politique, c'est pas le lieu. Donc ils sont très sensibles à ça, et c'est souvent des échanges aussi très riches avec les artistes qui se posent ces questions effectivement, de clients qui viennent dormir, soit parce qu'ils sont en business, en vacances, en famille, etc. Et donc toutes ces questions-là aussi nourrissent leur approche dans le cadre de ce type de projet. Être dans l'invention, être dans la rencontre, ce que j'entends par cela, être aussi un endroit qui peut surprendre, parce qu'encore une fois,
avec notre pratique 2000, quand on a fait ça à Paris, ville, vous le connaissez tous, avec les codes portes. Si on voyage dans d'autres pays, on se rend très vite compte que c'est assez particulier à Paris, avec les codes portes, il faut connaître, il faut avoir le numéro de téléphone, etc. Donc, quand même, permettre l'accès à l'espace intime de l'artiste et puis après d'un possible public, c'est un plus. C'est un plus pour quelqu'un qui veut juste passer une nuitée. J'ai parlé avec mes confrères et consoeurs lors de vernissage presse. Il y en a plusieurs qui ont été logés au Drawing Hotel. Ils ont tous apprécié justement le fait que les chambres ne sont pas ne débordent pas de décors, mais sont simples et en même temps très très accueillants. Les boutiques hôtels, on les connaît depuis les années 80, les art hôtels sont arrivés derrière, mais il me semble que les drawing hotels, c'est quand même encore autre chose parce que ça fait partie d'un ensemble, ce qui me permet de passer la parole à Jérôme, parce que dans cet ensemble, Art Faber joue un rôle d'une certaine manière avec cette vision de vouloir amener un regard sur l'entreprise, sur le monde du travail à travers de l'art. Et c'est là où est née certainement aussi votre collaboration. Si je peux me permettre, collectionner, en règle générale, et c'est encore le cas à le dire dans une foire où les œuvres sont encore assez accessibles, collectionner aujourd'hui est plutôt conçu par la plupart du monde comme quelque chose que peut se permettre seulement quelqu'un qui a une certaine aisance. Donc on fait ça quand on a, on va dire, bouclé tout ce qui est nécessité, on fait aussi de l'art. Et il me semble que la démarche, elle est un peu différente quand même, de dire non, l'art, ça fait partie de la vie. Donc c'est pas quelque chose qui est que pour les riches, comme on dit. Mais mine de rien, pour revenir à Hannah Arendt, c'est quand même quelque chose qui fait la différence entre la vita activa et la vita contemplativa. Donc, je passe la parole à Jérôme Duval-Hamel, qui est donc coprésident du collectif de l'Art Faber, professeur d'université, président aussi du comité franco-allemand des industries culturelles et commissaire d'exposition. On va peut-être en reparler tout à l'heure justement de ce comité franco-allemand des industries culturelles. Pourquoi donc cet intérêt pour le monde entrepreneurial à travers de l'art? Alors, pour répondre à votre question, je vais peut-être rebondir sur certains propos qui ont été tenus avant. J'étais sage, hein, j'ai rien dit, mais alors, si je reprends la citation que vous avez effectuée de proposer de Michel Serres, il faut la poursuivre. Michel Serres disait en effet que si on commençait à s'intéresser aux œuvres d'art représentant le monde du travail, de l'entreprise et plus globalement de l'économique, on a déjà perdu tout l'auditoire. Mais, ajoutait-il, donc il faut qu'on trouve un mot, un label, qui permette de mobiliser les gens et d'exprimer plus clairement cette dimension des arts qui est très ancienne et très peu connue. Et un autre grand penseur, puisque vous avez introduit vos propos par ces belles réflexions de grands penseurs, Umberto Eco, qui a été un des grands pionniers de l'art Faber, pour nous a poussé à faire cela, disait « Toutes ces représentations artistiques des mondes du travail, de l'économie et de l'entreprise sont trop belles pour rester si peu célébrées. » Parce que c'est un vrai problème que nous avons, c'est que nous avons hérité, toutes et tous, d'un immense patrimoine dans tous les arts, hein, qu'ils soient en littérature, en beaux-arts, en dessin, au cinéma, en musique, notamment en photographie. Nous avons hérité de nombreuses œuvres d'art qui ont ce thème, qui traitent de cela, et pour plein de raisons, notamment de dogmes artistiques, mais aussi pour des raisons politiques, pour des raisons de censure, ont été très peu valorisées. Il va falloir attendre le milieu du 19e, avec des pionniers comme Courbet en France, eh bien, pour oser valoriser ce thème, oser le promouvoir et oser aussi le recenser, le rassembler. Alors en littérature, on a abordé le thème un peu plus tôt, mais dans les beaux-arts, c'est arrivé assez tardivement. Et l'un des enjeux de ce collectif, c'est de valoriser tout ce qui a été fait dans le passé au titre de l'art Faber, donc de rassembler toutes ces œuvres, de les recenser et de les promouvoir parce que ça nourrit l'histoire de l'art, d'une part, hein, puisque c'est quand même une œuvre très riche, très, très porteuse, qui a été effectuée, qu'on connaît peu. Et puis aussi, ça nourrit, alors là on rebondit sur votre question, ça nourrit aussi la compréhension du monde économique. Parce que ces artistes ont depuis longtemps eu une liberté,
ce qui fait qu'ils ont été souvent censurés, hein, ont une liberté d'analyse, de compréhension, de critique du monde économique que les économistes, que les journalistes, que les politiques avaient très peu. Et donc, ces œuvres d'art Faber anciennes nourrissent tant l'histoire de l'art, les histoires des arts, que l'histoire des mondes économiques. Alors, ça, c'était notre première motivation, hein, qui était de se dire s'intéresser au passé. Mais on a aussi aujourd'hui, alors en Allemagne très fortement, hein, dans la création contemporaine, de nombreux artistes dans tous les domaines, je le répète, qui s'investissent beaucoup dans ce thème, dans cette thématique, et qui dans certains pays sont vraiment reconnus en tant que tels, et le thème existe en tant que tel. On voit une différence d'ailleurs assez forte entre l'Allemagne et la France sur ce sujet, hein. J'aime bien cette anecdote, un jour rencontrant ce sujet à des dirigeants politiques allemands, membres du gouvernement fédéral, je leur dis voilà, l'art Faber, etc. Et immédiatement, un ministre me cite 5 artistes, un autre 3 autres, un vice-chancelier 4. Bon, parce que dans la culture allemande, la représentation du monde économique est un sujet accepté et présent, très fortement présent dans les arts, plus que chez nous, en France. Et donc, quand nous avons rencontré, grâce à Christine Fall, Juliette, quand nous avons visité cette fameuse chambre d'hôtel, nous nous sommes dit, ben voilà, là, on est dans de la création contemporaine, sur un sujet éminemment économique, hein. Tu l'as dit, l'hôtellerie est un grand secteur de l'industrie, 160 000 personnes travaillent aujourd'hui en France dans l'industrie, 30 000 hôtels, donc c'est un vrai secteur économique, et un secteur économique qui a toujours été sujet d'art. Joseph Roth, voilà, Hôtel Savoy, récemment Sofical, Juliette Green maintenant, voilà. Eh bien, nous avons un grand sujet dans tous les arts autour de l'hôtellerie. Et on trouvait intéressant de valoriser, et puis ce que tu disais, de sauvegarder, hein, cette création, parce que quand on a vu les murs, on s'est dit, bon, on va faire découper les murs, mais on va faire quoi des murs? Bon, c'est peut-être mieux de les représenter, plus facilement diffusables. Et donc, on s'est emparé de ce sujet dont s'était elle-même emparée Juliette, qui est un sujet donc de représentation d'un secteur économique sous une forme artistique, et ça c'est vraiment l'art Faber. Parce que dernier point, pour rebondir sur ce que vous disiez, la coopération entre art et entreprise, elle se décline dans deux grandes dimensions, celle que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette coopération entre artistes et monde de l'entreprise, mais aussi celle que l'on connaissait jusqu'alors peu, lorsque les artistes représentent les mondes économiques. Donc on a vraiment les deux dynamiques, la coopération, mais aussi la représentation. Ce que disent, ce que racontent les artistes de notre monde économique. Et donc l'œuvre de Juliette, pour nous, elle est très intéressante parce qu'elle le raconte, d'une part, elle analyse aussi, elle utilise les codes de l'entreprise, hein, ces process industriels, ça pourrait être vraiment un schéma d'industrie. Et en plus, et ça c'est l'autre dimension très intéressante de l'art Faber, elle impacte le monde de l'entreprise, elle impacte le monde de l'hôtellerie. Alors, je viens aussi un peu du monde de l'hôtellerie, et en discutant avec mes collègues, donc on leur a présenté les dessins de Juliette. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'art Faber. L'art Faber, donc, non seulement raconte, mais il interpelle les gens d'entreprise, il interpelle ceux qui vivent le monde économique. Et même, il les façonne. Et certains de mes collègues disant « Ah, mais je n'avais pas perçu que, en fin de compte, on imaginait très bien dans sa chambre d'hôtel l'écosystème avec le personnel qui travaillait autour. On sépare traditionnellement, dans un mode très taylorien, ceux qui travaillent et ceux qui résident. Or, Juliette, dans son analyse, crée un lien très étroit entre ces deux communautés. La chambre d'hôtel, chez Juliette, c'est une île avec beaucoup de ponts. Hein, ça se transforme en péninsule quelque part. Et mes collègues hôteliers disant « Ah, mais il faut peut-être qu'on revoie ça un petit peu autrement ». Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a conduit, dans le cadre du collectif Art Faber, une enquête en Europe, auprès de plus de 2000 personnes, sur et 1000 dirigeants, quel est l'impact qu'ont les représentations artistiques, par exemple en beaux-arts, ou en photo, ou en cinéma, sur vous, dirigeants d'entreprise. Eh bien, il s'est avéré, et ça nous a un peu étonnés, parce que nous, universitaires, on n'avait pas encore analysé ça, que pour les dirigeants d'entreprise, au jour d'aujourd'hui, l'un des grands stakeholders, l'un des grandes parties prenantes, pour le dire tout simplement,
l'un des acteurs de la société qui a beaucoup d'impact sur leur façon de diriger l'entreprise, ce sont les artistes. L'un d'entre eux disait, aujourd'hui je me méfie plus de ce que disent les artistes de mon entreprise ou de mes produits que ce que disent les journalistes ou les économistes. Ça a plus d'impact sur le public, plus d'impact sur les consommateurs. Et ça, c'est une dimension très intéressante de l'art Faber, parce que non seulement il raconte, mais il façonne les mondes économiques. Et peut-être au-delà de ce que les artistes eux-mêmes imaginent. Parce que quand on a expliqué ça à Juliette, en disant, mais Juliette, vous savez que vous avez un impact aussi à travers ça, sur l'industrie hôtelière. Juliette, ah bon, oui, bon. Et on a posé la question à d'autres artistes plus âgés, et eux-mêmes disaient, ah, mais je ne savais pas que j'avais eu cet impact. Oui, vous avez eu cet impact. Là, on va sortir un livre avec Yann Arthus Bertrand, et quand on explique à Yann Arthus Bertrand que dans l'enquête que nous avons conduite, c'est le premier qui est perçu par le public et les dirigeants comme le porteur de la question environnementale, et que ses propos mobilisent et inquiètent les entreprises, et les entreprises ont le souci d'intégrer aussi ce qu'il dit pour essayer de corriger leur positionnement dans la société, eh bien ça l'avait lui-même surpris, ça surprend les gens, les artistes. Vous l'avez dit, en fait, il y a une grande susceptibilité dans une partie du monde de l'art envers des entreprises et le monde économique, pour des raisons historiques, je dirais aussi. Elle est aussi liée au fait que tout le monde a maintenant compris que créer des conditions pour la pratique artistique, c'est aussi conditionner sur ce qui est fait. J'imagine que Juliette va me contredire et dire non, on m'a obligé de rien. Mais en fait, le fait d'être amené à cet endroit-là, ça va influer aussi sur la manière de créer. Ce que j'entends, c'est une bonne chose, et je suis convaincu que c'est comme ça qu'il faut avancer, parce qu'il y a un échange. En même temps, ce que j'entends également, c'est qu'il y a un côté utilitaire, c'est-à-dire on en profite aussi de cette intervention parce qu'il y a une prise de conscience. Il me semble qu'il y a un troisième élément qui est intéressant et important, et c'est là où je trouve aussi l'entreprise du Drawing Society tout entier extrêmement intéressant. C'est justement de permettre à la partie animal laborans de devenir homo faber, c'est-à-dire une prise de conscience de sa propre créativité, de sa propre possibilité. Par exemple, d'acheter un dessin à la foire pour 1200 € et l'accrocher chez soi et inviter ses voisins pour regarder ce que ça fait. Ce que je veux dire, c'est que peut-être ouvrir cet espace de vie, vivre avec l'art, est aussi une proposition d'aborder autrement sa vie du quotidien. Oui, puis rebondir, prolonger ce que vous disiez sur l'utilité, je crois que là, il faut être assez décomplexé sur le sujet et revenir par exemple à ce discours de Steinbeck lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature, qui disait, bon, notre rôle n'est pas seulement de dénoncer, de critiquer, voire de critiquer positivement, hein, parce que de nombreux artistes critiquent aussi positivement. Souvenons-nous comme des impressionnistes sur la révolution industrielle, ils avaient une vision plutôt positive. Hein. On vient de sortir là un livre sur les 150 ans d'impression Soleil Levant chez Beaux-Arts Magazine. Eh bien, on voit que Monet avait une vision quand même positive du sujet, et Philippe Piguet le souligne particulièrement. Et donc Steinbeck continuait en disant, mais il nous appartient peut-être aussi de proposer des solutions, des réponses utiles au vivre ensemble, utiles à ce qu'aujourd'hui nous appellerions ce développement plutôt durable. Donc cette notion d'utilité ne doit pas non plus être mal perçue, et je crois que la relation entre art et entreprise doit sortir aussi d'une idéologie qui de facto, je souligne de facto, existe assez peu quand même, oui. Parce que les artistes sont très contents d'avoir les financements depuis fort longtemps. Les entreprises, même quand elles critiquent l'aspect parfois très, très critique, négatif des artistes, au fond du fond, c'est quelque chose qui nous a intéressés dans l'enquête. Les dirigeants disent, bon ben, on les entend quand même parce qu'eux, ils ont une perception bien plus précise, bien plus réelle de la réalité. Hein, c'était Bergson qui disait, les artistes sont ceux qui ont eu cette grâce de ne pas avoir le regard utile pour pouvoir traduire la vraie réalité. Bon. Eh bien ça, je crois qu'un grand nombre de dirigeants d'entreprise, ceux que nous avons rencontrés, l'admettent et disent, ben, moi, on a eu 2 dirigeants d'entreprise qui nous ont dit, moi j'aime quand ils me critiquent, quand ils critiquent notre entreprise, quand ils critiquent nos impacts, parce que dans ma ligne hiérarchique, on ne me dit pas ça.
Et Ça- au moins, les artistes me le disent. Et ça, Ouais. c'était très intéressant. Hein. C'était des dirigeants suédois qui nous disaient ça. C'est très intéressant. Et eux disent, moi j'adore lire les romans où on est descendu en flèche parce que j'apprends plein de choses sur le dysfonctionnement de mon entreprise. Oui, mais en fait, ça répond d'une certaine manière aussi à une évolution qu'on peut voir. On prend quand même ses distances actuellement de plus en plus de cette idée de l'artiste être exceptionnel, génie ou autre, et on le voit plutôt comme un citoyen, une citoyenne comme une autre, qui a sa spécialité et qui se mettent en relation et en échange. Exactement. Et c'est par là où cette rencontre devient possible, en fait. Vivre avec, ça veut dire ne pas faire tous les matins sa prière devant un dessin, et tu vas peut-être me contredire en tant que collectionneuse toi-même, mais vivre avec, c'est surtout s'entourer par des interlocuteurs, interlocutrices. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est ces rencontres, faire se rencontrer aussi effectivement ce qu'on disait, le monde de l'industrie avec le monde artistique. Hein. Nous, effectivement, dans nos établissements, pour mener à bout ces projets, on travaille avec des entreprises qui effectivement n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des artistes, ou depuis peu en tout cas, que ce soit des entreprises qui font des papiers peints, des moquettes, qui avaient l'habitude juste d'assembler deux pompons ensemble, et puis qui tout d'un coup, effectivement, rencontrent des artistes, parce que pour nous, ça c'est vraiment aussi essentiel, c'est que ces industriels aient la possibilité de rencontrer des artistes, et là, effectivement, on fait se rencontrer des directeurs d'entreprise, des graphistes, des artistes qui sont eux-mêmes confrontés à de nouvelles techniques, et ensuite, in fine, ces industriels vont effectivement venir dans ces établissements avec leurs équipes, leur montrer finalement, c'est toujours aussi ces questions entre art, artisanat. Moi aussi, c'est des choses qui me motivent et qui me passionnent. Ces rencontres-là sont toujours très riches, très intense, et effectivement c'est très bien de vivre égoïstement avec ces œuvres d'art accrochées au mur. Moi, dans mes établissements, il y a très rarement des œuvres d'art accrochées au mur, très volontairement, justement, parce que j'ai d'autres confrères qui font ça très très bien, mais moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, hein. C'est justement de passer par d'autres manières de proposer de l'art et ces rencontres, et ce qui est aussi toujours pour moi essentiel, c'est qu'effectivement, certains clients vont imaginer que c'est un décor, un papier peint qu'ils pourraient retrouver au coin de la rue, etc. Nous, à chaque fois, on rappelle bien que ce sont des œuvres d'art, le nom des artistes, le nom de l'œuvre. On a des cartels partout dans nos établissements, donc ça peut paraître étrange, mais quand on vient chez nous, il y a des cartels. C'est pas juste effectivement une œuvre, un trait qu'on accroche au milieu d'un cadre. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les personnes qui parlent du travail des artistes sont des commissaires, l'artiste lui-même, etc. Et là, celui qui se fait le premier porteur de cet échange, effectivement, c'est un réceptionniste, c'est un chef de réception, c'est éventuellement un serveur avec lesquels on essaye très régulièrement de créer ces rencontres, et que même chacun vers leur code, leurs mots, soit les véhicules de ces émotions, le véhicule des messages, parce qu'on a des artistes aussi qui ont des messages à travers leurs œuvres, et donc je pense que ça aussi, ça rend plus accessible, plus sensible les choses, et ça fait se rencontrer effectivement des personnes, des personnalités autour de ce qui cristallise tout ça, c'est-à-dire l'artiste et l'œuvre de l'artiste. Oui, voilà. Ça c'est très bien. Ça me permet de reposer une petite question à Juliette, parce que vous dites que le dessin vous permet, je vous cite, de faire naître de l'empathie chez le spectateur. Et je voudrais savoir comment vous faites ça. Oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose d'automatique dans la narration. Quand on lit un roman, quand on lit une bande dessinée, enfin, quand on regarde un film, on se projette dans l'esprit des personnages, on se dit qu'est-ce que je ferais à sa place. Donc ça amène de l'empathie immédiatement, et c'est un état qui m'intéresse. Et une chose que j'aimerais dire aussi sur l'art et le travail, parce que c'est important de le préciser,
c'est qu'en tant qu'artiste, on met souvent en doute notre identité de travailleur. C'est déjà arrivé, par exemple, qu'on me dise ah oui, vous êtes artiste, est-ce que c'est un vrai métier ? Donc, on n'a pas vraiment le vocabulaire ou l'éducation nécessaire pour revendiquer le fait que oui, ce qu'on fait est un authentique travail, au même titre qu'un réceptionniste ou un chef d'entreprise. On travaille toutes les journées. Donc, avoir l'opportunité de faire un projet avec Art Faber aussi est très intéressant à ce niveau-là, parce que c'est pas le champ lexical qu'on a habituellement pour parler de l'art, et pourtant, c'est la réalité de ce qu'on fait tous les jours, quoi. Et justement, dans le Leporello, vous avez une partie donc, qui est le dessin mural de Juliette, et vous avez l'autre partie, donc il faut le retourner, vous avez l'autre partie avec le texte et les propos de Juliette, justement, qui expliquent ces dimensions-là. Et je pense que là, il y a eu un grand travail fait par Christine Fall et Juliette et le collectif Art Faber pour essayer, dans des termes très accessibles, d'expliquer à la fois la démarche de Juliette, d'entendre et de poser ad aeternam les propos de Juliette qui accompagnent cette œuvre, et puis aussi peut-être de rebondir sur les grandes dates que vous évoquiez au début, et Homo Faber, le livre de Max Frisch, le best-seller de Max Frisch, et aussi Hannah Arendt. Et donc je vous engage à lire cette double dimension de Leporello, parce que c'est très intéressant. Et le dernier point que je souhaiterais évoquer ici, c'est que Christine Fall a fait un remarquable travail de recherche sur l'histoire de l'hôtel. Et je vous engage à lire l'histoire de cet hôtel qui est au cœur des drames humains, mais aussi des solidarités humaines. Et c'est une histoire très émouvante que le destin de cet hôtel dans les périodes sombres du XXe siècle. Et donc, c'est un moment, je crois, qu'il était important aussi d'écrire en souvenir de ces gens. Et donc, merci beaucoup à Christine d'avoir fait ce travail de recherche. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Par ailleurs, Histoire de l'hôtel, c'est l'année prochaine qu'on va fêter les 250 ans de la naissance de l'hôtel en tant qu'établissement comme on le connaît aujourd'hui. Donc c'est peut-être le moment à refêter aussi la question de l'hôtel, comme par ailleurs, pour le dire avec Michel Foucault, comme aussi hétérotopie. C'est un lieu hétérotopique. Pourquoi ? Parce que on y va pour pas y rester. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant comme un espace aussi de création, j'imagine, parce que ça libère peut-être d'autres forces que seulement l'atelier, donc l'espace intime ou l'espace d'exposition fait pour s'exposer. Je ne sais pas si c'est convenable de passer la parole au public ou si vous avez des questions, n'hésitez pas de profiter de la présence de ces grands acteurs, actrices de l'art contemporain aujourd'hui. Juste une question à sur votre travail d'artiste, comment ça se fait parce que j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont donc la question, c'est, juste pour le répéter pour l'appareil, c'est les critères et les modes de sélection. Alors j'ai la chance, je dirais, pas de vivre au quotidien avec des artistes, mais presque. Alors déjà, sans vouloir faire la promotion du lieu où nous sommes, mais effectivement, Drawing Now Art Fair est quand même ma grande source d'inspiration, de recherche, de rencontres. Rencontres avec une œuvre, rencontres avec des artistes. Une grande majorité des artistes que j'invite sont aussi des artistes que j'ai dans ma collection personnelle. Et effectivement, c'est une rencontre à la fois avec l'œuvre, mais encore une fois, c'est une rencontre humaine, puisqu'effectivement, on ne commande pas juste une œuvre à accrocher sur un mur, on est en mode projet, et qui veut dire mode projet, veut dire plein de choses complexes pour mener à bien ce projet, pour respecter au maximum l'œuvre de l'artiste, et puis en même temps l'imaginer dans un lieu, effectivement, les gens vont être avec des valises, pas forcément toujours très sensibles à ce qui se passe tout autour, donc ça engage un certain nombre de problématiques, et donc voilà, donc le choix je le fais effectivement essentiellement au moment de la foire, ensuite dans les rencontres avec les ateliers, dans les ateliers des artistes, quand je vais en vernissage en galerie, moi je passe ma vie à rencontrer des artistes ou des gens dans le monde de l'art. Et voilà, ce sont souvent aussi des
des rencontres. Ce sont de jolies rencontres. J'ai la chance, en plus, d'avoir toujours rencontré des artistes qui m'ont beaucoup donné sur les projets. Et comme je le disais auparavant, moi, je vis dans mes établissements. Donc, je passe mes journées à faire visiter mes établissements. Et donc, fort heureusement, j'ai la chance de soutenir et de défendre par ce moyen le travail d'artistes très, très, très engagés et très sensibles. Voilà. Et pour nous, Art Faber, je profite de cette scène pour lancer un appel. Suite ou sur les pas de Juliette, nous sommes tout à fait... nous serions très heureux d'accueillir encore de nombreux artistes contemporains qui rentreraient dans ce champ de l'Art Faber pour les publier, les soutenir avec Salomé Maquet, donc, qui est notre graphiste qui a fait son remarquable ouvrage et qui a été précédé d'un autre ouvrage avant, et aussi les publier dans nos collections chez Actes Sud ou Beaux-Arts Magazine avec Drawing Now. Et donc je crois que Juliette, avec cette chambre d'hôtel, a ouvert aussi une nouvelle veine sur l'Art Faber contemporain qui est très présent en littérature, qui est très présent en photographie, très présent en cinéma, mais un peu moins, ou au moins on le connaît moins, dans les beaux-arts et notamment dans le dessin. Donc à tous les artistes contemporains, vous êtes les bienvenus chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre question. C'est juste un partage, je ne peux pas m'empêcher. Il y a le théâtre de Boucher, c'est un théâtre de rue, et ils ont créé un spectacle qui s'appelle Chambre d'amour, qui est, bon, c'est pas de l'interdit, mais je me permets de le mentionner. C'est incroyable parce que du coup, il y a un comédien ou comédienne qui occupe une chambre d'hôtel. C'est le spectacle vivant. Le spectacle vivant fonctionne comme ça. On arrive, on est 50, 100, on a chacun pris sa place, on se fait appeler par un artiste et on va vivre une part dans une chambre. Donc bon, voilà, il y a une partie. Oui, c'est encore la question aussi de l'intime. Oui. Oui, merci pour ce rajout de dimension aussi, de pouvoir utiliser le chez-soi ou justement des chambres qui ne sont pas forcément faites pour l'exposition, pour y faire une expérience artistique. Avant de clore, et je vous remercie beaucoup pour votre patience et pour votre présence, je voulais juste profiter de la présence de Christine Fall pour rappeler qu'elle a eu le prix de justement ce comité franco-allemand des industries culturelles dont Jérôme est aussi président. Et peut-être 2 mots par rapport à ce comité. Alors, la France et l'Allemagne ont créé, à l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Élysée, un prix bilatéral, c'est le premier dans l'Union européenne, franco-allemand, sur les secteurs culturels, donc couvrant toutes les industries culturelles et la culture. Et donc, tous les 2 ans, nous remettons, un jury franco-allemand remet un prix pour à la fois un prix de reconnaissance et aussi un prix d'encouragement pour une coopération franco-allemande dans le domaine de la culture. Nous sommes 2 grands pays de l'Union européenne, nous sommes 2 grands pays du monde de la culture, et nous sommes aussi 2 grands pays des industries culturelles, dont les art fairs. Et donc, à ce titre-là, nous avions eu le grand plaisir de décerner ce prix l'an dernier à Christine Fall, qui avait été précédée par un designer, qui avait été précédée par des gens de la mode. Enfin voilà, différents secteurs ont été abordés. Et ce prix est important parce que les industries culturelles, elles sont non seulement créatives, elles nourrissent la veine culturelle, elles nourrissent la veine artistique, mais elles ont aussi un ADN très particulier parce qu'elles ont aussi une dimension économique, une dimension industrielle très importante, et elles nous aident aussi à vivre ensemble, et elles véhiculent des éléments très, très importants de nos démocraties, de notre collectif. Et c'était, alors si vous citiez tout à l'heure Hannah Arendt, dans un de ses écrits, disait les industries culturelles, elle le disait de façon très, très précoce, hein, les industries culturelles auront un impact très important puisqu'elles ont la puissance de la création et la puissance de l'économie, mais elles peuvent avoir des effets redoutables de par leur puissance, et il faudra les confier en de bonnes mains. Et c'est l'un de nos sujets, ça a été le cas avec Christine Fall, voilà, de veiller à ce que les industries culturelles, du fait de leur résonance et de leur impact, soient pilotées à bon escient. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que
l'art et l'art en devenir aussi est entre les bonnes mains. Vous voyons ici, vous avez écouté. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour cet échange. Je vous invite bien sûr à regarder de près ce beau livre et à suivre de près également à la fois la production et l'actualité de Juliette Green. Il y en a de l'actualité. Et puis bien sûr aussi les différentes activités d'Art Faber et bien sûr de Drawing Society. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à toi, Émile. Merci, Merci. pour cette invitation et merci pour ces échanges. Merci et bon appétit.